Salut à tous, c'est Benous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lecture de Zelda et la philosophie, et aujourd'hui on s'attaque au chapitre 5 qui s'intitule « Le héros aux mille cœurs, la mort dans Zelda ». Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, c'est le meilleur moyen pour soutenir la chaîne, et sur ce, c'est parti. Avec plus d'une vingtaine de jeux officiels, la licence The Legend of Zelda peut être qualifiée de différentes manières, allant de puérile à iconique, voire un peu bizarre, mais elle est rarement accusée d'être macabre. Pourtant, si un joueur n'a jamais pensé à cet aspect de Zelda, c'est que quelque chose cloche dans sa psyché, car le jeu se préoccupe indéniablement de la mort. On peut trouver cela réconfortant. Le concept de la mort et de la mortalité fascine aussi bien les philosophes que les scientifiques depuis une grande partie des 2 derniers millénaires. Cela devrait être rassurant de savoir que, même dans une œuvre aussi légère que The Legend of Zelda, notre besoin individuel d'explorer la mort transparaît. Dans le mythe de Zelda, le point de vue dominant est matérialiste. Nous sommes uniquement des êtres physiques, il n'y a donc pas de vie après la mort. Mais il offre aussi un espace pour explorer la notion dualiste de la mort, qui considère qu'il y a une certaine forme d'âme immatérielle au-delà des choses physiques. Bien sûr, c'est grâce au personnage attachant de Link que le joueur interagit avec l'univers du jeu, le royaume d'Hyrule. Ce qui est surprenant, c'est qu'il représente la vision traditionnellement la plus repoussante de l'immortalité, celle d'un purgatoire éternel. Un héros dans les limbes. La licence Zelda ne se préoccupe pas seulement de la mort, elle nous montre le pire des scénarios, la vie dépourvue de sens. Selon le philosophe Georg Wilhelm Friedrich Hegel, l'homme doit reconnaître l'idée de la mort et l'accepter. En se réconciliant avec sa propre mortalité, un homme se donne la possibilité d'aller dans un endroit meilleur, une fois sa vie terminée. Dans la vision hégélienne du monde, Link se trouve dans la position la moins désirable. Il accomplit sa mort, mais renaît perpétuellement en tant que lui-même, pour répondre aux besoins des joueurs. Imaginez un instant un jeu Zelda dans lequel Link n'aurait le droit de mourir qu'une seule fois. Puisqu'il ne pourrait pas ressusciter, sa mort mettrait fin à la partie. Dans ces conditions, il est peu probable que même le plus fervent des joueurs irait loin sur la route d'Hyrule sans rencontrer d'obstacles infranchissables. Sans possibilité de résurrection, le jeu serait incroyablement difficile et perdrait considérablement en intérêt. Certains pensent même que la possibilité d'un nombre de résurrections très limité serait inutile. Dans l'ancien jeu Donkey Kong, par exemple, le joueur a 3 vies pour explorer des zones répétitives et de plus en plus difficiles, jusqu'au kill screen, un bug fatal. Bien sûr, il y a des gens capables d'accomplir cet exploit, comme l'atteste le film The King of Kong. Qu'est-ce que cela dit du monde réel ? Si Link était un véritable avatar humain, qui obéissait aux lois de notre réalité dans l'univers imaginaire d'Hyrule, le joueur serait coincé dans un monde qui n'offrirait pas, ou peu, de deuxième chance. La réalité commence à ressembler à un jeu vidéo assez tragique. Pas de résurrection, pas de deuxième chance, une seule vie. Si vous achetiez un tel jeu en boutique, il vous frustrerait sûrement et vous le jetteriez. Vous n'aimeriez certainement pas ce jeu de réalité autant que votre cartouche Zelda. Pourtant, contrairement aux joueurs de ce jeu hypothétique, on ne tombe pas dans une abîme d'inutilité lorsqu'on est confronté à une situation douloureuse dans le monde réel. Au lieu de cela, on prend les mesures nécessaires pour préserver notre seule vie, parfois au prix d'un renoncement à de grands plaisirs potentiels. Cela ne signifie pas que les gens ne se consacrent plus à la recherche de réponses, mais beaucoup d'entre eux se contentent d'accepter les choses comme elles sont. Alors pourquoi une licence aussi établie et adorée que Zelda déprécie-t-elle la notion même d'une vie dépourvue de sens comme elle le fait ? Les philosophes n'oublient pas cette idée, ils l'ont même adoptée. La raison pour laquelle nous acceptons de modifier la nature de la mort dans un simple jeu, ce qui nous amène à condamner Link à une sorte de purgatoire, est que nous sommes incapables de la contempler. Cela peut être considéré comme un problème philosophique moderne, car traditionnellement, la mort était étudiée uniquement par rapport à la religion. Parmi les philosophes du passé, même les plus ouverts d'esprit reconnaissaient l'existence de l'âme, et souvent plus encore, d'un dieu et d'une vie après la mort. Mais le philosophe moderne fait face au concept du néant dans la mort. Si vous rejetez un dieu qui vous donne accès à une sorte de vie après la mort, qu'elle soit attirante ou non, et si vous supprimez également le concept de l'âme, qu'est-ce qu'il vous reste ? Un corps qui repose dans la terre. Le néant, l'absence de toute expérience. Ce n'est pas étonnant que les gens soient incapables d'appréhender cette situation. À part lors de la mort, où il est déjà trop tard, aucun moment de la vie ne présente un scénario similaire. Dans ce cas, comment pourrait-on réellement comprendre ce concept ? La seule situation dans laquelle nous vivons la mort est dans les mondes virtuels. Pensez à Link lorsque vous ne le contrôlez pas, non pas quand vous mettez votre partie en pause pour aller aux toilettes ou aller chercher à boire, mais quand le jeu est éteint.
Supposez que Link soit un avatar humain, et pour les besoins de la discussion, nous allons lui attribuer des caractéristiques humaines, ce qui va nous permettre d'envisager notre propre mortalité à travers lui. Le jeu étern n'est-il pas l'absence d'expérience ? Link est vivant lorsque vous jouez avec son personnage. Quand il meurt, il est ressuscité et continue dans un état semblable au purgatoire, un avatar du concept hégélien de l'âme. Ce n'est que quand le jeu est éteint que Link sert d'avatar de la mort sans expérience. Il n'est pas vivant, pour autant, il ne subit pas non plus une absence de vie. Il est dans le néant. On peut même aller jusqu'à dire que son corps se décompose si la cartouche s'abîme au fil du temps, ou si les données sont corrompues. Bien que, pour la plupart des gens, il soit impossible de comprendre l'existence dans un état sans expérience, le jeu vidéo peut fonctionner comme un miroir métaphorique, encore qu'il s'agisse d'une simulation non intentionnelle de la mort du point de vue des game designers. Ces derniers n'ont consacré aucun effort à la création de cette période sans expérience, pourtant sa survenue est inévitable. Même les joueurs hardcore éteignent parfois leur console. Comment le philosophe actuel devrait-il interpréter cette analyse ? On pourrait dire que l'acte d'éteindre un jeu Zelda est une métaphore parfaite de la mort biologique, compte tenu du fait que les deux situations ont pour conséquence l'absence de toute expérience. Link n'est pas éternellement privé d'expérience, seulement pour un temps indéterminé. Le joueur pourrait rallumer sa console à tout moment, donc cela n'a rien du degré de finitude lié à la mort biologique. Contrairement à la réalité qui l'imite, Zelda est organisé, fait sens et suit une formule stricte. Le joueur de Zelda en retire quelque chose de bien plus précieux qu'une vision abstraite de la mort, une vision structurée de l'univers. L'ordre de la Triforce. Si la série Zelda a réussi à se tailler une place dans le cœur des joueurs pendant aussi longtemps, c'est en partie grâce à sa nature largement conventionnelle. La seule manière de vivre une expérience véritablement imprévisible dans un jeu Zelda, c'est d'y jouer pour la première fois. Ou alors vous pourrez essayer d'y jouer à l'envers. Même si certains aspects du jeu peuvent changer, il y a suffisamment d'éléments constants pour apporter un environnement familier aux joueurs. Le début des jeux Zelda est un bon exemple de formule appliquée avec succès. Dans chaque jeu, il est nécessaire de fournir aux joueurs certains outils et certaines compétences qui l'aideront à affronter de futurs défis. Cette base doit être posée pour passer ensuite aux aspects plus variés et imprévisibles de chaque jeu Zelda. Ces éléments reflètent certains aspects de la vie quotidienne qui peuvent être perçus, surtout par le courant de la philosophie existentialiste, comme ayant un ordre particulier. Il apparaît donc que les éléments convenus de la série Zelda coïncident avec des aspects de la vie quotidienne dans le monde réel. Il y a une différence fondamentale entre l'imaginaire d'un jeu Zelda et la vie réelle. L'écran de chargement de la partie sauvegardée. La partie sauvegardée est un besoin vital de nombreux jeux contemporains qui permettent au joueur de mettre sa réalité entre parenthèses et d'entrer dans le jeu. Il permet aussi un niveau de contrôle qui est tout simplement impossible dans la vie de tous les jours. Même s'il y a des aspects convenus et répétitifs dans la vie quotidienne, on ne vous équipe pas nécessairement pour affronter toutes les situations inattendues, ni même la plupart d'entre elles. Par exemple, le fait que vous soyez arrivé trop tard au supermarché pour acheter l'un des premiers exemplaires de Twilight Princess vous a peut-être poussé à réserver un exemplaire de Phantom Hourglass. Mais comment auriez-vous pu prévoir que votre Nintendo DS allait tomber en rade la veille de la livraison de votre jeu ? Par contraste, la plupart des compétences apprises par Link au cours d'un jeu Zelda joueront un rôle majeur dans la résolution des futurs problèmes. Même si le joueur échoue à affronter un boss, il peut toujours recharger une partie précédente, ce qui lui permet de tester différentes stratégies et de contrôler autant d'aspects du monde qu'il le veut. Les quelques aspects répétitifs du monde réel semblent bien peu nombreux en comparaison. À vrai dire, la réalité paraît presque chaotique. Vous ne pouvez pas rejouer votre journée pour éviter que votre DS se casse. Lorsque vous jouez à Twilight Princess ou à Phantom Hourglass, il y a un début, un milieu et une fin déterminés. Vous êtes Link, vous vivez dans un petit village, vous commencez une quête héroïque et indéniablement amusante, vous sauvez la princesse, tout le monde est content et le cycle continue. C'est ce qui est si précieux dans cette série. Les philosophes contemporains et les scientifiques médicaux sont d'accord sur un point très simple. Les gens aiment ce qui se répète. Le monde a beau être vaste et incompressible, ça n'empêche pas les gens d'y voir des modèles et des formules. Enfant, beaucoup d'entre nous aimaient imaginer des formes dans les nuages. On peut voir la série Zelda comme une manifestation plus complexe de ce besoin. En fait, Zelda est une licence tellement convenue que ça en devient presque surréaliste. Cette réalité fantastique est tellement différente de celle du monde de tous les jours que c'est surprenant de voir que les joueurs s'y immergent si facilement. Cette facilité à entrer dans la réalité imaginaire de Link renforce la notion que les gens aiment être poussés par une seule ligne conductrice. Non seulement ça détend, mais ça peut devenir une mécanique d'adaptation face à un univers cruel et illogique. Contre toute attente, il y a un groupe de créatures dans The Legend of Zelda qui obéit aux lois de la mort du monde réel.
le boss des donjons. L'humanité des boss. Les boss de Zelda ont tendance à inspirer aux joueurs un mélange d'amour et de haine. La première victoire contre eux requiert souvent de la détermination, et bien sûr, pas mal de jurons et de lancers de manettes rageurs. Ces boss constituent un défi de plus en plus difficile. Parfois, ils engrangent énormément de colère et de frustration, mais pas à cause de leur désir persistant d'éliminer notre cher Link, non. La raison en est bien plus simple. Ils insufflent une touche de réalité dans Hyrule, car contrairement à tous les autres personnages rencontrés dans le jeu, les boss sont mortels. Aussi étrange que cela paraisse, tous les joueurs savent que c'est vrai. Au vu de toutes les heures que vous avez passées à affronter l'un des Big Boss, il est entendu que vous ne les rencontrerez qu'une seule fois. Vous pouvez retourner dans le donjon aussi souvent qu'il vous plaira, cette salle qui fut si effrayante sera désormais vide. Lorsque vous avez vaincu le boss et qu'il n'a plus de vie, il part pour toujours, ce qui le rend sans doute plus humain que n'importe quelle autre entité du jeu. La longévité de Link peut être augmentée presque indéfiniment par le joueur, ce qui le rend, de fait, immortel, et les ennemis mineurs réapparaissent toujours. Mais comme le joueur qui vit dans le monde réel, un boss a une certaine quantité d'énergie vitale, et une fois cette dernière épuisée, il disparaît complètement. Vaincre un boss permet au joueur de passer à l'étape suivante d'un parcours linéaire. Mais où part ce boss ? Est-ce qu'il retourne dans les ténèbres ? Est-ce qu'il revient sous la forme d'un nouveau boss selon les règles d'une réincarnation ilienne ? Ou est-il simplement enterré dans le réceptacle de cœur que Link reçoit en récompense ? La quête de tout philosophe qui souhaite connaître le sens de la vie commence par la recherche du sens de la mort, ou, plus précisément, de la compréhension de ce qu'est la mort. Si on ne sait pas ce qui se passe après, comment peut-on déterminer le sens de la vie ? De nombreux biologistes vous diront rapidement que le but de la vie est simple. Il s'agit de transmettre notre matériel génétique. Mais cette réponse n'est pas satisfaisante, et en plus, elle est ennuyeuse. Bien sûr, vous pourriez consacrer votre vie à trouver ce sens, et cela vous donnerait sans doute un but clair. Au lieu de cela, pourquoi ne pas explorer ces possibilités dans l'espace d'un jeu qui dure 40 heures, et dont le monde fictif résume plusieurs idées philosophiques sur la mort ? On y trouve même la détresse humaine incarnée par les boss. Le royaume continue, encore et encore. Le dualisme est un courant de philosophie qui n'a apparemment pas sa place dans The Legend of Zelda. Ce concept était apprécié par Platon et ses semblables, ainsi que par beaucoup de ses contemporains. C'est la notion de l'âme immortelle enfermée dans un corps mortel. Le dualisme est l'une des premières réponses à la question « Qu'est-ce que la mort ?», mais il est en quelque sorte tombé en disgrâce depuis Nietzsche. Au cours du XIXe siècle, la philosophie de ce dernier a alimenté un scepticisme croissant envers les croyances traditionnelles de la foi et de la religion. La philosophie nihiliste, qui a rendu Nietzsche particulièrement célèbre à la fin de sa vie, était en désaccord avec la notion d'une âme immortelle. Aujourd'hui, les principales religions restent fidèles à leurs idées sur la mort et ce qui arrive ensuite, mais la popularité de ces notions n'a jamais retrouvé sa prédomination pré-nietzschéenne. Néanmoins, le dualisme joue un rôle dans The Legend of Zelda. Contrairement à d'autres concepts perceptibles dans chaque jeu individuel, celui-ci englobe toute la série. Comme il est clairement déclaré dans la séquence d'ouverture de Wind Waker, un Link naît toujours pour combattre le maléfique Ganon, ce qui prête foi à la notion dualiste d'une âme immortelle. L'archétype héroïque de Link est perpétué à travers les siècles, sous la forme d'un nouveau garçon qui, à chaque génération, doit grandir et vaincre un mal croissant. La princesse Zelda est sans doute dotée de cette même caractéristique, car elle est toujours là pour offrir à Link l'occasion de la sauver. Il y a quelque chose de très romantique dans le fait que, toutes les quelques générations, arrive un garçon dont le destin est de jouer le héros d'Hyrule. Comme il s'agit de l'un des attraits évidents de la série des Zelda, cela s'accorde extrêmement bien à la notion d'une âme immortelle. Mais cette dernière a recueilli de sévères critiques, probablement plus que tout autre courant de pensée sur la mort. Peut-être est-ce dû à ses liens forts avec la religion, mais cela semble dépassé. De plus, ce point de vue semble contredire des opinions scientifiques très répandues, comme le principe de la conservation de l'énergie, qui déclare que l'énergie de chaque système est conservée. S'il existe un système séparé de substances immatérielles, comme une âme, qui affecte le physique, nous devrions voir une augmentation du niveau de l'énergie dans le cosmos, or cette augmentation ne survient pas. Notre société moderne a le luxe de compter sur une abondance d'informations factuelles pour étayer les idées et les croyances, mais ce n'est pas le cas pour l'idée d'une âme éternelle. Le philosophe contemporain Bernard Williams avait beaucoup à dire sur les défauts de l'immortalité et semblait trouver le concept globalement repoussant. Il a mis le doigt sur un problème très intéressant. L'attrait de l'immortalité repose partiellement sur la notion que la vie après la mort est agréable. Qu'en est-il du cas de Link,
qui est condamné à se mettre en danger et à mener une vie souvent difficile, tout ça pour obtenir une récompense douteuse? Ou de Ganon, qui est ramené à chaque génération seulement pour être vaincu? La plupart des gens n'auraient vraiment pas envie de supporter l'une ou l'autre de ces situations. Pourtant, le destin de Link, c'est la répétition d'un cycle de vie. Game over. Il y a probablement peu de questions aussi béantes dans l'existence humaine que « Pourquoi sommes-nous ici ?» et surtout « Où allons-nous ensuite ?» Après plusieurs millénaires, nous devons encore trouver une réponse religieuse, scientifique ou philosophique, qui convienne à tout le monde. Ou tout au moins, une réponse qui fasse sens pour tout le monde. Aujourd'hui, la philosophie de la mort est toujours divisée entre deux camps, les dualistes et les matérialistes. Ces deux camps philosophiques ont récemment acquis une nouvelle arme technologique pour explorer des idées, les jeux vidéo. S'il y a une chose que la licence Zelda, et dans une plus grande mesure tous les jeux vidéo démontrent, c'est la puissance de cet outil pour explorer des questions existentielles. Zelda est un moyen efficace pour étudier la notion de néant après la mort, ainsi qu'un moyen potentiel d'obtenir de la structure et des formules dans un univers chaotique. Mais la saga peut également servir à appréhender des notions philosophiques plus anciennes concernant la mort, comme ce que cela signifie d'avoir une âme immortelle, par opposition aux critiques contemporaines de cette perspective théologique. Les créateurs de jeux appréhendent ces notions de manière inconsciente, ou au moins en tant qu'objectif secondaire. Shigeru Miyamoto a une philosophie personnelle très marquée, mais ce n'est pas sa force motrice principale lorsqu'il crée le premier The Legend of Zelda. En tant que game designer expérimenté, il sait qu'il y a des éléments plus importants à placer en priorité. Un game design intuitif et des expériences de jeu agréables par exemple. Mais qu'il ait insufflé sa philosophie personnelle dans la licence ou non, les jeux demeurent un moyen utile d'explorer ce qui semble inexplorable, ce qui se passe lorsque l'expérience se termine. La saga Zelda suscite les émotions les plus passionnées chez les joueurs, et après tant d'années, c'est tout à fait justifié. Les graphismes, la musique, le gameplay toujours aussi captivant rendent cette série indispensable à tout joueur bien portant. C'est également un objet fantastique pour l'investigation philosophique. L'impact philosophique et culturel de Zelda restera sûrement plus longtemps dans les mémoires que les anciennes cartouches des premiers jeux. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour le chapitre 6 qui s'intitule « Morale de l'esclave et épée de maître, Ludus et Paidia dans Zelda ». Je vous rappelle que vous pouvez commenter, liker et vous abonner, c'est le meilleur moyen pour soutenir la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!